Cette dictature des minorités, qui est l'arme de l'oligarchie pour museler la majorité légitime, majorité silencieuse et majorité productive, on vient de dire que l'oligarchie, qui est une ultra-minorité illégitime, se sert soi-disant de la défense des minorités, qu'elle instrumentalise totalement, pour combattre, museler, de façon d'ailleurs dans un combat horizontal, la majorité productive et silencieuse. La démocratie, est-ce que ça rentre pas dans votre tête que la démocratie, ce n'est pas, ce n'a pas le droit d'être la dictature de la majorité contre des minorités. La démocratie, c'est la défense des minorités contre les majorités. C'est ça la vérité. Et effectivement, aujourd'hui, le vrai combat à mener, c'est sur le mensonge du combat des minorités. Et c'est ce que j'ai appelé dans Comprendre l'Empire. Vous voyez que j'ai tous les concepts que j'ai produits, c'est les minorités agissantes qui se cachent derrière les minorités opprimées, hein, pour en réalité opprimer la majorité silencieuse. Hein, voilà, c'est ça le mécanisme. C'est qu'en réalité, tous les systèmes de domination, on n'a connu que ça, c'est toujours des minorités qui dominent des majorités. Et ces minorités sont toujours à peu près 1% de la population. C'est ce qu'on vérifie dans toutes les sociétés partout au monde. Brahmanisme hindou, société égyptienne pharaonique, ancien régime, vous voyez ? L'oligarchie actuelle, d'ailleurs on appelait ça les 1% à Wall Street, c'est exactement le même pourcentage que l'aristocratie française sous l'Ancien Régime, hein, ou le clergé, c'est toujours des 1%. 1% qui en domine 99%. Et l'idée que plus on embrasse, moins on étreint, que le grand nombre est une fragilité politique. Le nombre ne signifie absolument pas le pouvoir. Ce qui signifie le pouvoir, c'est le réseau. C'est-à-dire petit nombre organisé, avec un projet, une maîtrise, et du temps, hein, c'est-à-dire réseau franc-maçon, réseau religieux. Hein, dans le temps, il y avait la noblesse et le clergé. C'était deux réseaux, on va dire ce qu'on appelle d'êtres collectifs de longue durée, qui représentaient tous les deux 1% de la population à peu près, et qui régnaient sur le reste de la société, avec peut-être une dimension un peu bienveillante. C'est ce qu'on peut peut-être conclure quand on lit Marion Sigaud par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On peut conclure que finalement, il valait mieux garder les rois et l'Église. Ils étaient quand même plus patriotes et plus respectueux du peuple, patriotes en tant que rois d'un truc qui leur appartenait, qui était la France, dont ils défendaient au moins leur propriété, et donc à travers ça les sujets de la France, et aussi le clergé, parce qu'il y avait quand même derrière le Christ et les évangiles, vous voyez. Donc en fait, on constate avec du recul, alors peut-être qu'il fallait ce recul-là pour le conclure. Au moment de la Révolution, j'aurais peut-être été un soldat de l'an 2, et j'aurais marché avec Napoléon pour devenir maréchal d'Empire. Hein. Il faut voir, à l'époque, être du côté des réactionnaires à l'époque de la Révolution, Joseph de Maistre, etc., c'est bien gentil, mais... Alors, à lire aujourd'hui, effectivement, il avait souvent raison, mais je veux dire, pris dans le truc, à l'époque, vous êtes un petit parti de rien, vous n'avez pas envie de passer du temps à être sous-officier dans l'armée, là, vous avez une voix qui s'annonce à vous avez de la virilité, sabre au clair, maréchal d'Empire, c'est quand même une belle aventure, hein, elle n'est pas à jeter. Ce qui est sûr qu'aujourd'hui, avec le recul qu'on a, on sait exactement comment on s'est fait baiser, ce qui est valable et ce qui ne l'est pas, le chemin, les combats prioritaires à mener, les pires pièges, etc. L'escroquerie des minorités, l'escroquerie suprême de la minorité qui décide des autres minorités et qui est la minorité suprême. Hein. C'est pour ça que je vous dis, moi Lagardère ne m'a rien fait pour répondre à Branco et c'est pas lui qui décide de l'idéologie dominante. En réalité, le CRIF et les loges décident de toute l'idéologie dominante, et notamment ils ont décidé du regroupement familial, même si à la marge Bouygues a trouvé que c'était bien parce que c'est pour des raisons de salariales. C'est une excellente main d'œuvre parce que elle est jeune, elle est très solide physiquement, elle est extrêmement courageuse, mais elle ne parle pas le français pour sa grande majorité et elle n'est pas suffisamment qualifiée. Alors si nous voulons pouvoir avoir une action de qualification auprès de ces gens-là, il faut qu'on puisse les intégrer socialement. Alors si on veut pouvoir les intégrer socialement, ces hommes, pour qu'ils s'intègrent à la vie économique et sociale, il faut qu'ils puissent fonder une famille, il faut qu'ils aient la possibilité de se marier et d'avoir des enfants. Donc là où le problème est difficile pour le travailleur étranger, c'est de pouvoir s'implanter en France et d'y fonder une famille. Je veux dire, le projet vient de plus haut. Hein, de plus haut, hein. C'est évident. Quand j'ai un cerveau qui fonctionne bien, je fais pas ça par délire ou par méchanceté. Je rétablis les hiérarchies de valeurs, je travaille et j'en arrive à cette conclusion, malheureusement, que j'ai bien tourné la langue 77 fois dans ma bouche avant de le crier au public. D'abord parce que je voulais en être sûr, et en plus parce que c'est très dangereux. Mais parce que par contre, ça devient urgent. Voilà pourquoi je le dis. Pourquoi je prends tant de risques. Parce que je pense qu'au niveau de risque où on en est, et de nécessité où on en est, et réécrire le 20e livre sur le libéralisme, comme le fait à gauche Michéa et à droite
de Benoît, c'est de la lâcheté. C'est déserter le combat parce qu'effectivement, le combat, c'est dangereux. Et eux, finalement, sont dans la gestion du confort. Il y en a un parce qu'il veut pas d'emmerde, parce que voilà, il veut pas d'emmerde et qu'il a quand même un prestige de clerc de gauche. Le slogan du libéralisme, et notamment de gauche, c'est mon corps, c'est mon choix, ça ne vous regarde pas. Mon temps, c'est mon choix, ça ne vous regarde pas. Mon argent, c'est mon choix, ça ne vous regarde pas. C'est vrai dans certaines limites, parce que sinon on est dans un système totalitaire. Il est très malin pour ne jamais dépasser la ligne, et l'autre parce qu'il rêve de revenir à France Culture, c'est tout. Je veux dire, et que c'est un intellectuel et qu'il est pris dans le piège assez misérable de l'intellectuel bourgeois, qui est quand même un homme fractionné. Vous voyez, je veux dire, l'homme limité. Moi, je reste quand même dans l'idée de l'homme total, quoi. Voilà. De ce qui a fait d'ailleurs, ce qui a amené à ça, le moine soldat, le type qui est à la fois un guerrier, quelqu'un qui prie et en même temps quelqu'un qui étudie, ce qui a amené d'ailleurs les grands de l'époque sur lesquels on est fondé, qui sont des religieux, des savants et des combattants. C'est ça les grandes figures du Moyen-Âge chrétien. Hein. Est-ce que vous êtes croyant ? Je ne sais pas si je suis croyant, mais je fais comme si je l'étais en tout cas. J'agis comme si je l'étais. Je préfère le penser comme ça. Okay. Mon être même fonctionne sans que j'en ai vraiment le contrôle, comme si j'étais croyant. Donc ce que je dis n'a pas tellement d'importance. Hein, c'est comme les gens me le disent, est-ce que tu aimes ceci ou cela ? Au lieu de lui demander la réponse, vous regardez comment il fonctionne. Hein, et puis là, vous voyez effectivement s'il est ordonné, pas ordonné, gourmand, pas gourmand. Voilà, c'est comme les gens disent, est-ce que vous êtes de gauche ou de droite ? Le mieux, c'est de regarder comment ils vivent. Hein. C'est quand même l'épreuve de vérité, elle est là. Tu vois. Ouais. Hein, on peut peut-être s'arrêter là-dessus, non ? Parfait. Voilà. Merci. Eh ben écoute, merci. Ça restera au moins comme archive. Oui. Peut-être qu'un jour ça pourra permettre de me rendre une justice posthume par rapport à la cathédrale de crachat qu'on m'a construit sur la tête. Oui.